Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Rétro info de la semaine, donc comme d'habitude, comme chaque samedi, on aura deux grands sujets aujourd'hui, à savoir les limogeages au sein de l'armée algérienne, qui tentera de virer ses barons de l'armée. Et deuxième sujet, bien sûr, c'est le choléra à l'ère de Bouteflika. Il y aura avec nous pour en parler Hassan Hirosh, docteur en sciences économiques. Hassan Hirosh, marhaba bik. Bonsoir. Merci. Il y aura avec nous aussi Saïd Akinine, militant des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir Hassan, merci pour l'invitation. Je salue aussi les téléspectateurs. Et avec nous aussi depuis Alger par Skype, Sofiane Djilali, président de Djil Jadid. Monsieur Sofiane Djilali, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Sofiane, ça fait plaisir de t'entendre. Merci à vous tous. Donc, on va voir les titres ensemble et on commence, Inch'Allah. Le matin d'Algérie, le général Taj Khaled limogé 2 mois après son installation par KO. Liberté, changement dans l'armée entre alternance de routine et visée politique par Ali Bourlef. Le Dauphine, choléra en Algérie. Les autorités accusées d'avoir caché la vérité par la rédaction. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter aussi Dr Yassine Mahibahi, qui sera avec nous aussi justement pour nous parler un peu de ce problème du choléra en Algérie, le choléra qui tue encore en Algérie en 2018. Docteur, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, bonsoir à vos invités. J'ai l'occasion pour souhaiter bonne fête meilleurs vœux à Saïd Akinine, Hassan Hirosh et à Sofiane Djilali pour les fêtes de l'Aïd. Bonsoir, marhaba bik. Docteur, alors, le choléra, c'est quoi au juste? Le choléra est une infection intestinale. C'est une infection intestinale qui est due à un bacille, enfin, genre le microbe, ça s'appelle le Vibrio cholerae. C'est une maladie qui est hautement contagieuse, qui peut tuer en quelque sorte, et c'est pourquoi elle est très facilement traitée, qui est les prises en charge. Ça, c'est sur le rapport de l'OMS. Docteur Yassine Mahibahi, je suis désolé, mais on ne vous entend pas bien, on ne comprend pas très bien, l'appel il est un peu haché. On va essayer de vous rappeler dans quelques secondes. Hassan Hirosh, donc en attendant le retour de Dr Yassine, le choléra en Algérie en 2018, à l'ère de Bouteflika, comme disent les Algériens. C'est d'une rare gravité, parce que ça veut dire tout simplement que le système sanitaire algérien, plus de 50 ans après l'indépendance, est totalement défaillant, parce que c'est particulièrement grave. Le docteur Yassine Mahibahi va nous l'expliquer tout à l'heure, mais il va de soi que ça peut venir de plusieurs sources, ça peut venir des aliments. On sait très bien, il y a un médecin d'ailleurs de Blida, Hassan Khoja, qui a appelé au boycott du melon et de la pastèque parce qu'ils sont arrosés avec des eaux usées. On sait aussi que des produits agricoles qui étaient vendus par l'Algérie à l'étranger ont été renvoyés par les pays susceptibles de les acheter, en tout cas ont été renvoyés d'Europe et de plusieurs pays, et de la Russie, je crois. On sait aussi que le docteur est avec nous à nouveau. C'est le dernier mot peut-être. Oui, on sait aussi que ça peut venir des ablutions collectives dans les mosquées, dans les aéroports, etc. Et que ça, au niveau de l'hygiène, dans ces cadres-là, malheureusement aussi, il n'y a aucune vigilance. D'accord. Docteur, vous êtes avec nous? Oui, on va essayer encore une fois. Ah, là, c'est mieux. Très bien. Donc, le choléra, c'est une maladie infectieuse intestinale qui est due à une espèce d'une bactérie qui s'appelle le bacille de Vibrio cholerae. C'est une maladie qui se transmet, c'est une maladie qui est hautement contagieuse, qui se transmet de manière orofécale, due principalement au manque d'hygiène. Les eaux usées, les aliments mal lavés, ce bacille, le Vibrio cholerae, il se transmet dans ces vecteurs.
et le réservoir, c'est l'être humain. Voilà, donc il reste dans le corps humain, donc ce qu'on appelle une période d'incubation de 2 à 5 jours. Et puis les symptômes débutent brutalement par une très très forte diarrhée, des vomissements. Mais c'est assez fort, hein. C'est-à-dire qu'on peut le malade il peut perdre 2 litres même par jour et se déshydrater facilement et donc aller vers le coma. Généralement, il n'y a pas de fièvre. Dans quel cas clinique on peut trouver des fièvres, mais généralement c'est asymptomatique. Il n'y a pas de fièvre, il y a juste le déclenchement d'une fièvre, d'une diarrhée profuse, aiguë et des vomissements. Donc vous imaginez un peu la perte d'eau, d'éléments hydroélectrolytiques indispensables à l'organisme humain. Et ce qui fait que l'être humain le malade peut aller dans le coma, peut tomber dans le coma et peut malheureusement décéder. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Docteur Bahi, est-ce que si, par exemple, la diarrhée n'est pas là, est-ce que quand même le citoyen risque quand même de tomber malade ou pas? Il n'y a pas ce symptôme? Non. Le choléra, il est connu par ces 2 symptômes. D'accord. Diarrhée profuse, qui est différente aux diarrhées qu'on connaît, hein, et qui peut toucher aussi bien les adultes que les enfants. Donc il y a 2 symptômes, ce qu'on appelle assez connus pathognomoniques spécifiques du choléra, diarrhée profuse et vomissement. Ce sont des diarrhées qui sont différentes parce que généralement quand on a des diarrhées, ça s'accompagne de colites, donc ce qu'on appelle des atteintes au côlon. Mais avec le choléra, ce bacille, le Vibrio cholerae, il vous donne pas de colite, hein, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout. D'un seul coup, vous perdez une quantité énorme d'eau, d'éléments hydroélectrolytiques. Donc ce sont 2 symptômes, donc pour que les gens comprennent. Quels sont les conseils justement que vous donnez aujourd'hui aux Algériens qui nous regardent? Alors les conseils sont principalement c'est l'hygiène. Il n'y a pas de vaccination. Le choléra, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vaccination n'a jamais montré son efficacité. C'est un problème de santé publique qui repose sur des mesures d'hygiène collective. Donc se laver les mains, laver tous les légumes, etc. Tout ce que vous avez donc avec de l'eau, avec un peu de javel, etc. Donc ce sont des mesures simples parce que si on traite cette maladie à temps, avec généralement les sels de réhydratation, ça peut donner de bons résultats. Donc c'est la prévention qui reste le premier truc à aborder. Et donc des mesures simples d'hygiène, éviter la contamination parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie hautement contagieuse. Nous trouvons dans toutes les compagnies aériennes du monde un centre d'information pour ce genre de maladie, y compris le choléra. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Algérie qui se trouve face à cette maladie en 2018, c'est quand même malheureux. On arrive à cette situation-là, le plus grand pays d'Afrique, avec toutes les perspectives, avec tout ce qu'on peut dire, etc. On arrive aujourd'hui à 144 cas à l'heure actuelle et 2 décès. Merci, docteur. Merci pour ces conseils. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Saïd Aknin, l'Institut Pasteur d'Algérie, le lundi dernier, a démenti l'information comme quoi il n'y a pas de cas de cancer en Algérie. De choléra en Algérie. Jeudi, volte-face. Il est sorti donc à la télé, on a même sa déclaration, là où il déclare que c'est vrai, il y a des cas du choléra en Algérie. Pourquoi ce retard dans la déclaration? Pourquoi ce mutisme aussi? Pourquoi ce silence? Le cas de choléra est un baromètre de mesure de l'état de déliquescence ou patauge aujourd'hui l'Algérie. C'est un facteur visible de l'indigence des dirigeants, mais aussi de la vulnérabilité du peuple. Sous certains égards, je pourrais déclarer
que c'est une attaque du pouvoir contre le peuple. Pourquoi que c'est une attaque du pouvoir contre le peuple? Ce pouvoir, ce système, n'y tient que par la violence. Non seulement la violence des années 90, maintenant nous vivons une autre violence, c'est la violence de l'argent. Si maintenant, ces cas avérés de choléra, dont on a mis du temps à prendre en charge, à communiquer, à mobiliser les moyens nécessaires pour venir en aide à la population en détresse, me semble-t-il, c'est la première des missions de l'État. Un État qui ne vient pas au secours de personnes en détresse est qualifié d'État défaillant ou déliquescent. Et là, je fais très attention aux mots que j'utilise, parce que dans le jargon international, il est parfois utilisé pour justifier des interventions. Et là, nous aimons tellement l'Algérie que la problématique algérienne devrait être réglée en Algérie et entre les Algériens. Le cas de choléra est un indicateur aussi du secteur de la santé. Un secteur malade, dont, aujourd'hui, je rends hommage aux médecins, qui n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme, au moment où le peuple algérien, aujourd'hui, est livré au choléra, est livré aux différentes maladies. Aujourd'hui, au moment où le peuple algérien s'entasse aux urgences, parfois 3 mois, 4 mois. J'ai un ami, on lui a donné à sa femme un rendez-vous pour une chimiothérapie. Hélas, et je lui présente mes condoléances, sa femme est décédée après ce rendez-vous, 4 mois après. Malheureusement. Après 1000 milliards, on oserait parler aujourd'hui de politique, de politique sanitaire, avec tout ce qu'elle a engrangé comme moyen. Et entre-temps, regardez l'Algérie des 2 collèges. Un peuple qui est laissé à l'abandon, auquel, hélas, quand on a communiqué autour du choléra, on l'a présenté comme un acte de bravoure, comme un acte de courage, le fait de révéler. Quelle lâcheté! Et là, je m'adresse au ministre. La dignité et le courage voudraient dire que vous démissionnez de suite. Et aujourd'hui, on voit, regardez comment que le peuple est laissé en abandon. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, il est en train de faire la campagne électorale. Il ne vient pas en aide. Il est dans une zaouïa, oui. Il n'est pas venu en aide au peuple algérien. Ce chef de gouvernement, si réellement il a de la dignité, et là je le dis avec la langue que j'ai tétée au sein de ma mère, j'espère qu'il comprendra, parce que là parler ne veut pas dire l'être. Mais c'est Harma, il n'a qu'à démissionner. C'est aussi ça la dignité humaine. C'est aussi ça. Vous savez, j'ai eu des amis de Blida, des amis de Bouira, des amis de Tipaza et des amis d'Alger. On essaye à travers une campagne propagandiste de jeter la responsabilité sur les médecins parce qu'effectivement, il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins. J'ai vu d'ailleurs une vidéo dans les réseaux sociaux où un frère, me semble-t-il, ou un cousin ou un ami de l'un des décédés, paix à son âme, et je présente mes condoléances aussi aux familles, il disait qu'avant que les caméras ne viennent à l'hôpital, il y avait un médecin. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Et à travers la campagne propagandiste du système, on essaye de faire porter le chapeau aux médecins, comme si les médecins n'ont pas le droit de partir en vacances. Elle est où la politique sanitaire ? Elle est où le secteur de la santé? Est-ce que c'est le médecin qui ne peut pas partir en vacances ou c'est aux autorités compétentes de recruter, de planifier pour qu'on puisse effectivement... Est-ce qu'il y a aujourd'hui des commissions d'urgence? Est-ce qu'il y a un numéro vert? Le peuple est laissé pour lui-même. Pour compte aujourd'hui. Le peuple, il est abandonné. On en reparlera, Saïd Akinin. Au moment où ils sont en train de dépenser les milliards de l'Algérie dans les pays étrangers. Sofiane Djilali, vous êtes président d'un parti politique, Djil Jadid. Beaucoup, justement, dans le monde entier, appellent le choléra comme la mort politique. Et Saïd Akinin, ici sur le plateau, parle d'une attaque du pouvoir. Que diriez-vous?
Écoutez, le choléra en Algérie est le symptôme d'une profonde maladie, non pas seulement sur le plan biologique, mais ça révèle un état d'effondrement des systèmes de fonctionnement du pays. Parce que, bien entendu, on peut ici critiquer le système de santé, mais il est loin d'être le seul responsable de ce qui se passe. La déclaration d'une épidémie de ce type révèle une très mauvaise gestion de l'eau, par exemple, une très mauvaise gestion des infrastructures du pays, mais aussi une mauvaise éducation, pas d'hygiène publique. Tous les secteurs sont plus ou moins responsables dans l'apparition de ce type de fléau ou de maladie. Et dans ce climat général de panique, je le précise bien parce qu'à Alger, les gens sont très très profondément choqués. Il y a une forme de ruée aussi sur l'eau minérale, il y a la peur d'ouvrir le robinet, etc. Toute cette panique-là, les Algériens la vivent seuls. C'est à cet instant précis qu'un président de la République digne de ce nom se serait adressé à son peuple pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Il est vrai qu'il y a des condoléances. Sofiane Djilali, j'allais arriver justement à cette question, l'absence justement d'un discours officiel, mais le citoyen algérien aujourd'hui en panique. Et la raison, bien sûr, le président n'a pas parlé, le ministre de la Santé qui est aussi concerné, aucun mot jusqu'à aujourd'hui, aucune déclaration. Ahmed Ouihia, qui est chef du gouvernement, Premier ministre, est parti aujourd'hui à Tlemcen pour, comme disait Saïd, des besoins politiciens. C'est quand même grave tout ça. C'est ça le drame, c'est le mépris vis-à-vis du peuple algérien. Les responsables ne sont là que pour leurs propres intérêts. Eux qui n'arrêtent pas d'accuser l'opposition de ne pas avoir de programme, de ne pas sortir sur le terrain, d'être présents que lors des élections, mais ils donnent la preuve absolue qu'eux ne sont intéressés que par le pouvoir lui-même. Un président de la République totalement absent parce que complètement inapte, incapable de parler, mais un Premier ministre aussi qui se défile, qui ne veut pas assumer la responsabilité parce que parler de ce choléra et de cette épidémie, ça signifie aussi quelque part leur propre échec et personne ne veut assumer cela. Le ministre de la Santé qui, dit-on, serait en congé en farniente à l'étranger, voilà un peu la situation. Mais encore une fois, au-delà de ce que peuvent vivre les Algériens maintenant avec cette épidémie, c'est l'état général du pays qui est alarmant. Plus rien ne fonctionne et c'est d'autant plus grave que ça annonce d'autres drames, d'autres tragédies, car comme vous le savez, lorsqu'on n'entretient pas un système aussi complexe qu'un État, avec ses démembrements, avec tous les systèmes, qu'ils soient économiques, éducatifs, les travaux publics, la santé, les collectivités locales, etc., qu'il n'y a pas de prise en charge et que nous sommes totalement maintenant gangrénés par la corruption, par le laisser-aller, par l'irresponsabilité, et bien tous ces problèmes-là vont s'accumuler, vont devenir de plus en plus graves. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, beaucoup d'Algériens sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous jetez un œil, ont envie de fuir le pays. Ils en ont marre, ils ne peuvent plus tenir le coup. La situation est tragique, mais qui pouvait douter qu'on allait arriver à cette tragédie lorsqu'en 2014 on nous a imposé un impotent, soi-disant pour gérer le pays, mais qui en réalité n'était là que la feuille de vigne pour cacher les malversations, la corruption et la dépravation générale. Merci Sofiane Djilali, restez avec nous. Hassan Hirash, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux aussi, la presse un peu parle de la part de responsabilité du citoyen aussi. Oui, mais sauf que ce citoyen, ça déteint sur lui. Hein. Quand la horde s'installe dans l'État, ben, la société devient en état de horde. Quand la corruption s'installe dans l'État, la société, évidemment, elle est vouée aussi à la corruption. Donc, je souscris particulièrement à ce qui a été dit par Saïd Aknin et Sofiane Djilali. Hein. Je crois qu'il est difficile de rajouter quoi que ce soit. Je suis entièrement d'accord avec eux pour dire que le choléra aujourd'hui en Algérie, c'est un symptôme de système politique algérien dans la mesure où il est le résultat d'un manque d'hygiène
soit dans l'agriculture, soit dans les hôpitaux, soit dans les mosquées, partout où les gens vivent ensemble. Dans la rue, tout simplement. Mais dans la rue aussi, dans les transports publics, ainsi de suite. Parce que tout simplement, la gangrène, elle est dans le politique. Et dès lors qu'elle est dans le politique, elle va déteindre sur le domaine industriel, sur le domaine agricole, sur le domaine sanitaire, sur le domaine scolaire, ainsi de suite. À partir du moment où le système est malade, l'ensemble des secteurs d'activité en Algérie, évidemment, subissent cette maladie-là. Et ce qui a été dit par Saïd Aknin et Sofiane Djilali me semble extrêmement important à souligner, c'est la fuite des responsabilités. Qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arbitre. On n'a pas de président de la République qui puisse avoir une politique, aussi bien dans le présent que dans le futur, d'avoir une vision, d'arbitrer un certain nombre de problèmes qui se posent au pays, encore une fois, dans tous les secteurs. Et on l'a vu. Et ce qui apparaît moins aussi aujourd'hui, c'est le nombre de cancers. On sait très bien, comme je disais tout à l'heure, que des produits agricoles ont été envoyés en Europe et en Russie, et des produits qui ont été renvoyés à l'expéditeur parce que précisément ils comportaient une dose extrêmement importante de pesticides, ce qui, comme chacun le sait, est un facteur malheureusement de maladie et particulièrement de développement de cancer. Et aujourd'hui, on sait très bien que des milliers, voire des millions d'Algériens meurent chaque année de cette maladie, malheureusement très grave. Saïd Aknin vient d'en parler, avec évidemment des problèmes de soins, des problèmes de prévention, de détection, etc. En même temps, le FLN, en ce moment, est en train de préparer un dossier qu'il appelle Injazat du président. Donc, les constructions, tout ce que le président de la République a pu construire depuis 20 ans, et ils sont où, justement, ces réalisations aujourd'hui? De toute façon, le FLN, nous avons l'habitude depuis 1962 de le voir présenter tout ce qui ne va pas comme étant quelque chose qui va bien. C'est-à-dire, il y a toujours cette politique du rideau, cette politique de l'écran de fumée pour cacher la réalité aux citoyens et au monde entier. Mais ce genre de maladie dévoile quand même leur secret. Oui, c'est totalement symptomatique du système FLN, justement. Un FLN qui a conduit l'Algérie à être classée parmi les derniers au niveau universitaire, au niveau scolaire, au niveau de l'industrie, au niveau des banques. Il n'y a pas un seul secteur, Hossein Ghasmi, qui soit épargné en Algérie. Il n'y a pas un seul secteur où l'Algérie pourrait briller un petit peu, où on se dirait, tiens, ben, l'Algérie a investi là-dedans. Tout est gangréné par la corruption depuis 1962, mais particulièrement ces 20 dernières années. Et nous assistons au fait que le pouvoir algérien n'a pas de compte à rendre, comme dit si bien un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Donc, il n'a pas de compte à rendre aux électeurs, au peuple algérien. Dès lors qu'il n'a aucun compte à rendre, il reste totalement impuni. Et effectivement, on aboutit aux catastrophes sanitaires, routières, agricoles, industrielles, ainsi de suite. Vous êtes spécialiste du PNL, la communication et la psychologie. Vous y connaissez. Que pensez-vous justement des Algériens aujourd'hui qui n'ont plus confiance dans ce gouvernement? Et même il y a eu des conseils depuis 2-3 jours de ne pas boire de l'eau, de ne faire ça, de ne faire ça. Et ben on voit des vidéos des gens qui boivent justement du robinet et ne veulent pas croire le gouvernement. C'est quand même un signe fort. Il y a eu un sondage il y a quelques jours où on montre que 84% des Algériens veulent partir à l'étranger. Oui, s'expatrier. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, Hossein, c'est qu'on arrive devant une catastrophe qui s'apparente à celle que vit le Venezuela aujourd'hui. C'est à peu près les mêmes régimes, à peu près la même économie qui est basée uniquement sur le pétrole et le gaz,
une dictature qui empêche l'émergence de mouvements démocratiques. Et donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, M. Hossein Ghasmi, c'est qu'on assiste à des millions d'Algériens qui vont fuir vers le Maroc et la Tunisie. Demain, cette situation d'exode massif des Algériens, parce qu'il y aura un effondrement de tout le système, est malheureusement plausible. Saïd Akinin, il y a un problème de confiance aujourd'hui, une sorte de divorce entre gouvernants et gouvernés en Algérie? Il n'est pas nouveau. Il a toujours existé. Simplement, je voudrais juste souligner, parce que quand j'étais au pays, j'ai fait plusieurs villages, plusieurs wilayas, j'entends une certaine élite qui, à la moindre occasion, essaye de porter le chapeau, de rendre coupable le peuple. Et d'ailleurs, le système essaye de le faire à travers cette campagne propagandiste pour construire ce qu'on appelle une pandémie de culpabilité. Le peuple aujourd'hui est victime. Le peuple aujourd'hui subit. Le peuple aujourd'hui est dans une situation de détresse. Quelle détresse? D'un système qui a utilisé le terrorisme économique incarné par la mafia aujourd'hui, les oligarques, que moi j'appelle la mafia, le terrorisme sécuritaire qui a coûté la vie à 200 000 morts et 20 000 disparus. Et on continue à le sortir occasionnellement quand il y a lieu de répondre par population civile interposée afin de rééquilibrage clanique. Le terrorisme politique, aujourd'hui brimé, oppressé, opprimé, ne pas donner la possibilité à la société de construire ses propres espaces de pouvoir, ne pas donner aujourd'hui à la société la possibilité de sécréter son leadership économique, politique, c'est une forme de terrorisme. Le terrorisme, aujourd'hui, le choléra est une forme de terrorisme sanitaire contre le peuple algérien. Non pas par rapport, parce que ça peut être éventuellement la contamination via des aliments, mais le rôle de l'État, c'est le contrôle. Le rôle de l'État, c'est de venir en aide. Le rôle de l'État, c'est d'assister. Le rôle de l'État, ce n'est pas simplement de regarder leur compte en banque et d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ce n'est pas simplement de faire des campagnes électorales et de chercher, de se poser dans les luttes claniques, dans les cercles informels de distribution de la rente et les cercles informels du pouvoir. Et dans cette situation d'impasse généralisée, et cette impasse généralisée, sa première source, c'est tous ces terrorismes qu'on appellerait les violences. La violence du sang dans les années 90 et la violence de l'argent aujourd'hui. Le peuple est livré à lui-même. Et le peuple... Mais le peuple, il est représenté. Il y a des partis politiques, il y a de la société civile, il y a des associations, il y a des parlementaires. Nous sommes dans le temps des simulacres, au temps du choléra. Pourquoi simulacre? Il est vrai que moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont faire le procès de tout et à tout va, sans pour autant faire d'abord sa propre remise en question soi-même. Il y a des structures politiques. Ne faisons pas le jeu du système qui veut mettre tout le monde dans le même sac. Ne faisons pas comme le système qui veut, à travers cette pandémie de culpabilité et de cette stratégie, cette construction d'une certaine forme de stratégie de discrédit généralisé à travers la corruption, à travers des élections traficotées et leurs assemblées croupillantes et chambres d'enregistrement. Mais il n'y a pas que ça. L'opposition organique n'y est jamais une opposition. Et j'y reviendrai si nécessaire.
le simulacre mis en place depuis l'indépendance, il a une très forte force agissante dans la société. Et les mécanismes de cette force sont d'abord la violence, j'en ai parlé, le mirage politique. On te fait croire à quelque chose qui ne va jamais arriver à travers, c'est ce qu'appelle Noam Chomsky, parfois créer des problèmes et proposer des solutions. Et le deuxième élément, la construction de vérités artificielles. On va te maquiller des mensonges et à la force de les ressasser à travers leurs appareils propagandistes et leurs instruments de leadership artificiel, on va te les faire croire comme certaines vérités. L'illusion du changement. On vit actuellement à travers des campagnes comme quoi il y a des possibilités de changement alors que c'est le statu quo à tous les niveaux et le choléra est une preuve irréfutable. Et enfin, la construction du leadership artificiel, un leadership économique. Vous pensez que c'est Haddad et Tahkout qui représentent l'excellence économique algérienne? L'esprit d'entrepreneuriat? C'est qui? Tahkout et Haddad. L'entrepreneuriat, il représente... Aujourd'hui, c'est eux, oui. L'entrepreneuriat. Il représente peut-être les cercles de l'oligarchie que moi j'appelle la mafia, qui sont proches du pouvoir, qui s'en servent. Quand un détient à 100%, Haddad, à 100%, son argent vient des marchés publics. Tahkout, il fait de l'assemblage, on nous dit qu'il produit des voitures. Mais c'est... Restez avec nous, Saïd Akinine. Sofiane Djilali, est-ce vrai que le pouvoir est dans cette phase, justement, créer des problèmes, proposer des solutions pour garantir la continuité? Le pouvoir a en tête simplement la pérennisation du système. Bien sûr qu'il peut y avoir des crises internes, il peut y avoir des changements à l'intérieur du système, mais globalement, ce que veut le système, c'est de rester là où il est, maître de la situation. Donc, rien de très nouveau. Je pense qu'il est là pour occuper les badauds. Lorsqu'il a quelques clowns à proposer qui vont agiter un peu la scène politique, et il fera en sorte que les véritables voix, les véritables partis n'émergent point. Ça, c'est, je pense, compris par l'ensemble des Algériens. Maintenant, où sommes-nous, nous, en tant que citoyens? Que devons-nous faire? Oui. Est-ce qu'il est suffisant d'en parler? Je pense que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire d'en parler parce que lorsqu'on pose les mots sur les choses, à ce moment-là, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Très tôt, par exemple, avant le 4e mandat, nous étions quelques-uns à dire que nous nous dirigions à ce moment-là forcément vers un chaos généralisé, vers une forme de désordre total. Nous y sommes en plein, et voilà, du coup, la parole peut devenir un peu, comment dire, peut faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Mais maintenant, il faut passer aux actes. Il ne suffit plus de parler, puisque maintenant, je pense qu'il y a une conscience nationale. Et il faut que les citoyens s'engagent, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils arrêtent de regarder les choses se faire comme si qu'ils assistaient à un convoi sans bouger. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils s'impliquent, ou alors c'est la fin de tout. Il faut que les citoyens rentrent dans cette équation-là. Merci Sofiane Djilali, restez avec nous. On a un témoignage d'un citoyen algérien, justement, on va l'écouter ensemble. هاك مجوخه ودولايه المسيله ها يعني طبيب مناوب ما كانش هاك شوف هاك شوف ناس راهي تموت هاك شوف طبيب مناوب ما كانش والله ما يسعى رانا نستداو هاك شوف المسيله هذه المسيله تاعنا هاك شوف ورا المسؤولين ايه Voilà, hôpital Msila, personne, aucun médecin, aucun infirmier. Un autre témoignage justement d'un citoyen algérien, on revient. الماء انا عندي خويا يخدم ديريكتور في لوبيال وما نقولش اسمه عندها 5 ايام ولا 6 ايام ملي كنا نقصروا على الماء هدايا قال لي شوف الماء تاع العين خير من سعيده خير من ايفري خير من كاع لي مارك هكذا هو اللي اناليزيه وكلش
هاد اليامات قلبوها لنا كوليرا، قلبوها لنا هادي. انا ما منهمش، راك فاهمني؟ كل شهر كل سمانه يجبدونا عفايس باش يغمونا ونقعدوا ننتهوا بهاد الحوايج، فهمت؟ المرض يجي من عند ربي وربي الشافي، والموت يجي من عند ربي وربي اللي يحيي. هكذا احنا ما يلعبوناش على المورال، اليوم الماء وغدوه الكازوز وغير غدوه اللحم، فهمت؟ Oui, Saïd. Ça, c'est le peuple qui parle. Quand on est gouverné par la peste, on fait subir au peuple le choléra. Hassan Hirsch. Oui, c'est une situation absolument dramatique. Je crois que vos invités ont clairement décrit la situation tragique que vit le pays. Et là, en ce qui concerne ce problème sanitaire, on voit très bien effectivement, là on vient d'entendre ce monsieur qui ne fait pas du tout confiance aux directives de certains responsables qui ont pris la parole. D'abord, c'est des sous-fifres. On n'a pas de véritable responsable politique qui indique au peuple algérien ce qu'il faut faire, qui indique la gravité de la situation, qui disent réellement ce qui se passe, parce qu'on a l'habitude depuis 1962 que rien véritablement, non seulement ne va, mais rien n'est vrai dans ce qui est dit. La parole du pouvoir est complètement discréditée. Si bien qu'effectivement, quoi qu'ils disent, les Algériens ne croient pas. Donc, heureusement, il existe des canaux d'expression comme le Maghrebia pour qu'on puisse prendre, nous, nos responsabilités, comme est en train de le faire Sofiane Djellali, en tant qu'homme politique qui a pris des responsabilités extrêmement importantes et qui agit sur le terrain. Sofiane Djellali, justement, une réaction par rapport à cette voix du peuple, justement, qui repose cette question, cette problématique de la confiance? Oui, absolument. Je reprends Hassan Hirsch. En réalité, la situation est gravissime et il n'y a plus de contact et plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une évidence. Le contact est coupé. Plus personne ne croit le pouvoir, à tel point que certains sont obligés de se réfugier maintenant dans une forme de résignation totale. Ils pensent qu'une maladie nous est donnée par Dieu et que c'est lui qui guérit. Et je pense qu'on est en train de sortir d'un minimum de rationalité. Il est évident qu'après avoir menti à ce point au peuple, après l'avoir volé, après l'avoir mis dans des situations dramatiques, que les Algériens ne peuvent plus le croire et ils feront le contraire de ce qu'ils leur demandent de faire. Quand on arrive à cette situation, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est que le système doit s'en aller, que ces hommes-là doivent s'en aller. C'est la moindre des choses. Il faut renouveler le pays, il faut reconstruire l'État algérien, il faut reconstruire une nouvelle confiance, il faut remettre en place un système qui fasse émerger la compétence, l'intégrité des gens, l'honnêteté, et qu'on arrête de parler dans le flou et de donner des grands principes, mais de passer à de vrais actes citoyens pour remettre ce pays à flot. Restez avec nous, Sofiane Djellali. On passe au deuxième sujet donc, de cette émission, c'est les limogeages au sein de l'AMP, cette purge, si j'ose dire, dans les barons de l'armée algérienne. Plein de gérants qui partent, beaucoup qui arrivent. Ceux qui partent ne sont pas jeunes, ceux qui arrivent ne sont pas très jeunes non plus. Les Algériens se demandent pourquoi, et partout ces généraux justement qui sont limogés, et pourquoi dans une discrétion assourdissante. Pourquoi le pouvoir, l'armée ne communique pas officiellement. Il y a des fuites sur les réseaux sociaux. On a appris des informations sur un site à droite, un site à gauche, une page Facebook, mais l'armée ne parle pas officiellement. La présidence n'a pas parlé. Le Bouteflika, bien sûr, n'a pas parlé. Hassan Hirsch. C'est une situation extrêmement grave parce qu'à la fois, on voit bien que c'est un régime opaque tel qu'il est construit depuis, encore une fois, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. On voit que d'un côté, il y a
des généraux et des responsables de haut niveau politique qui ont été dégommés, d'autres à qui on a changé d'en place. C'est-à-dire, à la fois, on assiste à un jeu de chaises musicales, prendre X, le mettre à la place de Y, Y à la place de X, etc. Mais on assiste quand même au départ d'un certain nombre de responsables extrêmement importants au niveau de l'armée. Est-ce que cela veut dire que dans les affaires de corruption auxquelles nous avons assisté, est-ce que ça veut dire que dans les affaires de drogue auxquelles nous avons assisté, est-ce que dans les affaires de dysfonctionnement de l'État auxquelles nous avons assisté, que toutes ces personnes sont impliquées? Et auquel cas, ça veut dire que le ver qui était dans le fruit, comme on le sait, et aujourd'hui a rongé complètement le fruit. Et il ne resterait que la peau superficielle, que le régime est en train de sombrer en portant le pays avec lui. Encore une fois, je suis particulièrement inquiet, et je ne suis pas le seul. Et encore une fois, on peut assister au même scénario que le Venezuela, à savoir qu'il peut y avoir un effondrement total des institutions, de l'économie, de l'armée, et on peut assister effectivement à un exode massif des Algériens vers les pays voisins, ce qui n'est pas du tout à exclure. Mais donc, il se passe qu'aujourd'hui, de hautes personnalités de l'État sont dégommées sans aucune explication. Au nom du président de la République. Tous les articles qui ont été publiés citent le président de la République. Bouteflika a nommé, Bouteflika a limogé. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a des opérations illégitimes qui sont en train de se faire, comme est illégitime le pouvoir en place depuis, encore une fois, l'indépendance, et particulièrement depuis l'arrivée de Bouteflika. Aujourd'hui, beaucoup s'insurgent contre le 5e mandat. Mais M. Hossein Ghasmi, ce qui est illégitime, ce n'est pas que le 5e mandat. Le 4e mandat était illégitime. Le 3e mandat est illégitime. Le second mandat était illégitime. Le premier mandat de Bouteflika est illégitime, tout le monde le sait. L'armée, les officiers de l'armée et ceux des services algériens ont ramené Bouteflika contre Hossein Ahmed, contre Mahri, contre Hamrouche, contre Sifi, contre un certain nombre de candidats, Talb Ibrahimi, qui représentaient les tendances justement politiques du peuple algérien, pour imposer un seul candidat, et on arrive au résultat d'aujourd'hui, qui est une catastrophe totale dans la gestion politique du pays. Et malheureusement, on vit des tragédies sans nom, et ça risque de s'amplifier. Saïd Aknin, Bouteflika est-il vraiment capable et en mesure de prendre de telles décisions? Gaïd Salah aussi. Quelle décision? Arrêtons de mentir. Bouteflika est malade. Il ne peut ni parler, ni marcher, ni réfléchir. Il ne prend aucune décision. Qui prend ce genre de décision? C'est Gaïd Salah? Maintenant, en revenant à la nature du système. Bouteflika n'est que la façade civile d'un système opaque. Ceux qui l'ont ramené en 1999, c'est la continuité de l'armée des frontières. C'est la continuité de ceux qui ont assassiné à Ban Ramadan. C'est la continuité de ceux qui ont brimé. En 1980, ceux qui sont sortis demander un droit élémentaire. En 81 à Chlef. En 85 à Constantine. En 88 à Alger. En 92. C'est ceux qui ont arrêté le processus démocratique. Et ça continue. Tout se passe dans l'espace militaire clos. Aujourd'hui, effectivement, nous assistons à une purge qui leur appartient. Qu'est-ce qu'elle va apporter au peuple, cette purge? Quelles sont les raisons? Maintenant, la question aussi, pourquoi le peuple... Il y a 350 ou 400 généraux. Oui. Il y a 60 à 70 qui détiennent ce qu'on appelle le conclave des généraux. Il y a 7 ou 8 qui sont partis. Ils vont être remplacés. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça a arrêté l'épidémie de choléra?
Ce qui est sûr, si je peux me permettre, Hossein Gasmi, c'est que si ces généraux, si ces hauts fonctionnaires de différents ministères, et notamment du ministère de l'Intérieur, des services de renseignement, l'ex-DRS, et de l'armée, si ces officiers haut gradés devaient partir, je ne vois pas pourquoi les autres qui ont participé au même système, aux mêmes magouilles, aux mêmes actions qui ont conduit l'Algérie aujourd'hui, pourquoi ils ne partiraient pas? Tout à fait, c'est une question légitime, mais aussi, pourquoi c'est à 8 mois des élections présidentielles? Bon, d'habitude, les limogeages et les nominations, c'est 1er novembre, c'est 5 juillet, mais pas en août. Il est possible qu'il y ait la température qui est montée à la tête de ceux qui décident par rapport... Comme moi, je l'ai dit une fois. C'est un choléra politique. Exactement, voilà. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, le simulacre au temps du choléra. Parce que ça, c'est un simulacre. On fait croire alors qu'il n'y a rien. Mais c'est dans l'espace militaire clos. Qu'est-ce que ça... Parce que, moi, enfant du peuple, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que les rétrocommissions qui sont de l'ordre des milliards de dollars, que touchent tous ces généraux, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Et quels sont les termes de négociation? Le jour maintenant, parce que c'est là où se situent les lignes de démarcation, c'est définir les lignes de démarcation pour justement comprendre quelles sont les raisons. Le jour où ils vont ramener Nzal, le jour où ils vont ramener Toufiq, le jour où ils vont ramener leurs bras politiques, le jour où ils vont ramener les enfants de BHL en Algérie, ils vont les ramener devant le peuple, ils vont les juger pour les 20 000 morts et les 200 000 morts et les 20 000 disparus, ça, on pourrait éventuellement espérer. Le jour aussi où les oligarques, les lignes rouges, c'est-à-dire ils sont en train de vendre l'Algérie à un bas prix, on appelle un cabinet américain pour la restructuration de son attraque. Le jour où on va arrêter la dilapidation des richesses du pays, le jour où on va demander à ces oligarques, à cette mafia, d'où leur provient leur argent, le jour où on va demander aussi à ceux qui ont fait fuir leurs capitaux à l'étranger, le jour où on va demander vérité et justice, ce jour-là, on va comprendre qu'il y a des choses qui se passent. Mais au jour d'aujourd'hui, si entre eux, qu'ils se mangent entre eux, c'est des loups, ils se mangent jamais entre eux. Merci Saïd. Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, c'est limogeage. Beaucoup justement se posent la question, est-ce que c'est des limogeages de routine ou alors c'est professionnel? Ces gens ont commis des meurtres, ces gens ont commis des viols, ces gens ont commis des vols, ces gens ont été induits dans des trafics. Je ne sais pas pourquoi ces gens ont été limogés, et si c'est le cas, ces gens doivent être présentés devant la justice peut-être. Écoutez, il faut voir un peu les choses telles qu'elles sont. Il y a un vaste mouvement. Ce mouvement-là ne relève pas d'un simple jeu. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave et de plus profond derrière ça. C'est un enjeu de pouvoir. Tous ces hommes qui étaient en place étaient là en 2014. Ils ont tous joué la carte de M. Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat, quel qu'en soit le coup par la suite, et ils en sont responsables. Cependant, maintenant, il y a en face d'eux de très graves difficultés avec les Algériens en général, puisque la population maintenant est totalement consciente et refuse le 5e mandat. Mais il y a aussi plus grave, c'est la situation économique et financière. Et tout à l'heure, Hersh avait donné un exemple tout à fait pertinent sur le Venezuela. En effet, l'Algérie est un peu construite comme le régime vénézuélien, c'est-à-dire un système fondé sur le populisme, avec une économie rentière, une distribution non pas par des canaux officiels, mais une partie pour maintenir la paix sociale et une très grande partie distribuée par des canaux de corruption. M. Bouteflika, en venant en 1999, a clairement mis en place un régime qui lui est particulier et qui peut être un copier-coller par rapport au Merzen. Il s'en est beaucoup inspiré. J'avais dit une fois un exemple ou une anecdote. On disait que le roi Hassan Thani disait qu'il ne pouvait jamais dormir tranquillement s'il n'avait pas corrompu le dernier des fonctionnaires de l'administration marocaine. Ce n'est que lorsqu'il aura corrompu tout le monde qu'il serait en paix. Je pense que malheureusement la corruption en Algérie a touché tous les organes, y compris l'armée, y compris les services, y compris l'administration, et c'est à ce grave problème qu'on doit faire face. Maintenant, il y a
à l'évidence des tiraillements à l'intérieur du système entre deux pôles essentiellement, la présidence autour de la famille du président, plus le président lui-même, puisque tout le monde sait qu'il est hors contexte, hors course, mais c'est toute la famille autour de lui, mais c'est les proches et c'est aussi une partie des militaires. Et il y a un autre pôle qui, pour le moment, apparemment s'est cristallisé autour du chef de l'état-major. Et on l'a vu avec les départs précipités de certains généraux qui faisaient partie d'un clan ou de l'autre. En tous les cas, je ne sais pas quelle va en être l'issue, mais il est évident que les deux clans sont extrêmement affaiblis. Le clan présidentiel joue sa survie à travers la survie politique d'un homme qui est, comment peut-on dire, presque vivant. Et ça va être très compliqué, très difficile pour eux de relancer 5 années dans la situation actuelle. Et l'autre clan étant aussi dévitalisé et ayant été complice de ce qui s'est passé. Donc, très probablement, nous allons traverser une période complexe, difficile. J'ose espérer qu'à l'intérieur quand même de ces institutions, que tout n'est pas à ce point pourri, parce qu'à ce moment-là, il faut désespérer de tout. Vous savez, merci Sofiane Djilali. Désolé, oui, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière phrase. Oui. L'histoire des nations ne se fait pas simplement par l'idéal, mais elle se fait aussi sur le terrain. Et malheureusement, les évolutions peuvent être lentes parfois, mais l'essentiel, c'est que les choses avancent. Merci Sofiane Djilali, merci Hassan Hirj, merci Saïd Merci à vous. Merci à vous tous et toutes. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci.